Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où elle est. Ce soir, c'est une soirée spéciale avec notre partenaire lecteur.com, le site de la Fondation Orange. Alors, nous avons convoqué pour cette soirée 3 spécialistes, puisque c'est une soirée sélection de Noël spéciale BD Manga. Je vous présente donc Johan Debier qui a le compte Instagram L'ivresse des bulles. Lionel Arnoux, pardon, bonsoir Johan. Lionel Arnoux du collectif BD Samba BD. Bonsoir Lionel. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Michael Brun-Arnaud, qui est gérant de la librairie Le Renard Doré, qui est 41 rue de Jussieu, si je ne me trompe pas, dans le 5e à Paris. Bonsoir Michael. Bien ça, bonsoir. Alors, avant de vous laisser nous faire vos conseils avisés, exceptionnellement, ce soir, nous n'allons pas prendre de questions de nos amis lecteurs, puisqu'on est là pour vous écouter. Donc, pour une fois qu'on a des spécialistes, on va vous laisser dérouler vos conseils et nous allons tout de suite commencer, s'il le veut bien, par Lionel. Mais j'aimerais bien que Lionel nous explique que Samba BD, c'est quoi ce collectif ? Samba BD, c'est un collectif de plusieurs BD-philes. Alors, c'est à l'initiative de Thierry Reinders, qui est belge, de Liège, de la région de Liège, et qui a d'abord fait un site sur les choses qu'il aimait bien, et notamment la BD. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. Et aujourd'hui, on a 2 pools de chroniqueurs, un pool belge et un pool français. Et donc, on reçoit les services de presse et on les chronique sur Samba BD. On publie 2 à 3 chroniques par jour. Voilà. Alors, avant que tu commences, L'ivresse des bulles, c'est un compte Instagram, c'est ça ? Donc, je vous engage tous à aller suivre le compte L'ivresse des bulles. C'est @l'ivresse des bulles, tout simplement, sur Instagram. Créé depuis quand mars 2019. Bon, parfait. Et là aussi, des conseils très avisés. Des conseils BD quasiment tous les jours, des lives avec des auteurs quasiment toutes les semaines. Voilà, pour simplifier. Alors, est-ce qu'on présente encore, si on va présenter la librairie Le Renard Doré, donc Michael, spécialiste du monde du manga, c'est ça, de l'univers japonais ? Oui, on est une librairie qui est ouverte il y a 3 ans et on est spécialisé autour du manga, de la culture japonaise, et on essaye d'être assez généraliste du manga et de proposer pas mal de choses et d'avoir une sélection exhaustive et classée par thématique pour que tout le monde puisse s'y retrouver, les gens qui s'y connaissent comme les gens qui ne s'y connaissent pas du tout. Parfait. Allez Lionel, en piste, le premier conseil. Le premier conseil, ce sera donc Les 5 Terres, tome 6. Alors bon, je vous conseille le tome 6, mais en fait, je vous conseille toute la série, évidemment. Voilà, c'est une BD qui, en plus, est pas mal parce qu'elle peut être lue par un public un peu plus jeune. Enfin, un peu plus jeune, pas forcément que des adultes. C'est une BD alors, qui surfe quelque part sur le phénomène Game of Thrones, donc, qui est quand même très inspiré de Game of Thrones. Mais bon, Game of Thrones était aussi inspiré des Rois Maudits, donc il n'y a pas de raison qu'eux, ils n'aient pas le droit de s'inspirer de quelque chose d'autre. C'est hyper bien traité. Le scénario est plein de rebondissements, un peu comme dans Game of Thrones, plein de personnages qui disparaissent alors qu'on ne s'y attend pas du tout. Et voilà, les thématiques sont très intéressantes parce qu'elles sont assez modernes. Il y a notamment l'homosexualité, il y a notamment la place de la femme dans la société ou même à la tête de cette société. Donc voilà. Puis après, ce sont des aventures, hein. Ça se passe dans un univers un peu médiéval avec donc c'est des animaux anthropomorphes. Donc ce serait une espèce de mélange entre Deux Capes et Deux Crocs et Game of Thrones, quoi. Et si ça peut être une malédiction des fois d'être inspiré de quelque chose qui a eu un succès phénoménal, là moi je pense que c'est plutôt une bénédiction parce que c'est bien fait, quoi. Donc ils ont vraiment bien fait la chose. Le dessin est magnifique. Je vais vous faire Chez quel éditeur, Lionel Alors, c'est chez nos amis de Delcourt. Delcourt, d'accord. Et c'est plutôt BD adulte, donc, du coup. Alors, c'est plutôt BD adulte, mais encore une fois, adolescence, ça peut se lire, hein. Il n'y a pas de... Donc là, vous voyez le visuel à l'écran. De la couverture. Alors, je vais vous mettre un deuxième visuel. Vous l'avez ou pas, celui-là? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Voilà, un troisième. Donc, bon, après, c'est très propre. Le côté anthropomorphe
plutôt bien fait. Les décors sont magnifiques. Voilà, les mouvements chez les personnages. Bon, peut-être les cadrages sont assez classiques, mais voilà, d'une manière générale, c'est vraiment bien traité, que ce soit au niveau des dessins et au niveau du scénario. Donc, voilà, une superbe série. En plus, là, on est au tome 6, c'est la fin du premier cycle. Mais si j'ai bien compris, il va y avoir, je crois, 4 ou 5 cycles et il va y avoir une trentaine de tomes. Donc, Ah oui, ouais. je vais... Est-ce que tes petits camarades l'ont lu ou pas? Est-ce que Johan ou Michael? Moi, j'ai lu les premiers tomes. Et ouais, je trouve que c'est un bon traitement, c'est très intéressant, c'est très dynamique aussi. Alors, c'est un petit format, je crois, hein, de mémoire en termes de pages, enfin, un format standard, entre guillemets. Ouais, Et oui, 32 tomes. ouais, 32 tomes, ouais, c'est ça. Il va y Donc, avoir ouais. 5 cycles, je crois. Quelque chose comme Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, enfin, une trentaine de tomes, ça fait une trentaine de tomes. une grosse série à venir et oui, très intéressante. Enfin, pour moi, je pense que c'est en passe de devenir potentiellement un classique, comme l'a été de Cap et de Croc, ou éventuellement, pareil, le Château des animaux, que je trouve magnifique. Enfin, ouais, le Château des animaux. Voilà. Donc, pour ce premier conseil, les 5 terres. Donc, je crois qu'il y a une intégrale qui est sortie. Donc, moi, voilà, je vous conseille le tome 6, mais en fait, je vous conseille plutôt même l'intégrale. Comme ça, vous avez les 6 tomes et vous avez de quoi faire. De toute façon, on remettra sous la vidéo sur la page Facebook tous les titres que vous avez donnés ce soir. Michael ou Johan, allez-y. Vas-y, Michael, je te laisse la place. Allez. Moi, je vais parler de Tokyo Tarareba Girls, qui est un manga qui est terminé au Japon et qui est terminé en 10 tomes. Voilà, nous, on en a déjà 5 en France et c'est édité chez Le Lézard Noir. C'est un manga de Akiko Higashimura, qui est une mangaka qui est assez connue puisqu'elle elle a un certain talent pour parler d'elle et pour parler des femmes. Et en parlant d'elle, elle arrive à parler très bien de toutes les femmes et des femmes japonaises. Et alors, dans ce Tokyo Tarareba Girls, on parle d'une jeune femme qui s'appelle Rinko, qui est scénariste pour la télévision et qui a 2 amis. C'est un peu le Sex and the City japonais. Elles se retrouvent pour boire des verres, pour manger ensemble. Et en fait, elles vont toujours à la même guinguette où travaille l'une des filles. Et un jour, alors qu'elles sont en train de boire un petit coup et d'être un petit peu bruyantes, il y a un des clients qui s'approche d'elle, un mannequin très très beau, qui leur dit de se taire parce qu'en fait, elles dérangent tout le monde et qu'en fait, ce ne sont que des vieilles filles de 33 ans qui embêtent tout le monde. Et en fait, ça les pousse d'un coup à s'arrêter et à réfléchir. Effectivement, il va être très très dur. Et en fait, ces 3 femmes qui sont célibataires, qui ne sont pas mariées. C'est très rare au Japon, en tout cas à 33 ans, de ne pas être mariées. Et en fait, elles vont s'arrêter sur leur vie. Et chacune vont réfléchir. Et cette rencontre avec ce jeune homme va un peu bouleverser leur existence, puisqu'elles vont toutes se mettre à réfléchir et à faire plus ou moins n'importe quoi pour essayer de sortir de ce célibat. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est un portrait de femme moderne, un portrait de femme tokyoïte. On est vraiment sur un Tokyo, on n'est pas vraiment à la campagne japonaise, mais ça vient parler de toutes les injonctions qu'on fait aux femmes dans la société, plus particulièrement dans la société japonaise, le mariage, les enfants. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une autrice qui avait déjà travaillé sur d'autres femmes, d'autres portraits de femmes dans un manga qui s'appelait Princesse Jellyfish, qui était là plus à vocation des adolescents, alors que celui-là, enfin, des adolescentes, alors que celui-là est beaucoup plus ciblé adulte. Et c'est vraiment le manga de trentenaire, en fait. C'est vraiment le manga qu'on a envie de lire, qui vient parler qu'on soit homme ou femme, de ce qu'on vit, des angoisses qu'on peut avoir à 30 ans passés, de cet arrêt qu'on fait, qu'on regarde sur notre existence, le travail qu'on a, ce qu'on aimerait, la relation qu'on a. Et du coup, c'est un très beau portrait de femme. Il a été récompensé par sa traduction, puisqu'il a été traduit par Miyako Slocum, mais ils ont eu le prix Konichi. Et Akiko Higashimura a été récompensé à Angoulême en 2020 pour un autre titre qui s'appelle Le Tigre des Neiges. Et voilà, c'est vraiment très intéressant, c'est assez joli, c'est à vocation plutôt humoristique et avec de vrais moments dramatiques, une très belle narration. Donc, pas forcément que pour un public féminin, hein, tout le monde peut Ah le bah, lire. moi, je suis un gars et je le lis avec énormément de plaisir. Je trouve ça super, super chouette de voir ben voilà, des trentenaires qui essaient de s'en sortir face à ces injonctions et face à cette jeunesse qui les pousse dehors
on est tous le dieu de quelqu'un et c'est hyper intéressant la manière dont c'est fait. C'est une série de combien? Il y a beaucoup de tomes? Il y a beaucoup de tomes C'est ou une pas? série de 10 tomes. Nous, on en a 5 en France. Elle est terminée en 10 tomes, 10 tomes au Japon. D'accord. Donc disponible à la librairie Le Renard Doré. Évidemment. Johan, on ne va pas y échapper. Maintenant, c'est à toi. C'est à moi. Moi, je vous présente 1984. Alors, 1984, il est sorti en tout début d'année. C'est une des premières sorties de l'année, puisque début de cette année, c'était les 70 ans de la sortie du roman d'origine de George Orwell. Et donc, ce qui dit 70 ans, libre de droit. Et on a eu le droit cette année à 5, c'est ça, 5 adaptations de 1984. Et moi, j'ai choisi celle de Xavier Coste, qui a un format carré. Alors déjà, c'est pas C'est toujours surprenant. Ouais. ouais, donc c'est un format qui est carré, parce qu'il a un graphisme aussi qui est très particulier, et qu'il a rendu ce roman, il a réussi à le mettre dans nos temps à nous. La personne, elle a un costume, elle n'est pas avec des habits. À l'origine, il est dans des habits d'ouvrier. Là, il est avec un costume. Les tons sont magnifiques. Les couleurs employées sont voilà, vraiment superbes. Il y a vraiment un gros travail graphique. Dans cette version, en plus, il y a Un pop-up. super pop-up en fin de. Voilà. Je ne savais pas dans quel sens le mettre, c'est pas grave. Super pop-up. Donc, c'était la toute première version. C'est 1984. Hein, on sait tous de quoi ça parle, mais en gros, on critique allègrement le totalitarisme, le contrôle vidéo, le contrôle sur les sorties. Donc voilà. On en a beaucoup parlé au début du Covid, 1984. Hein, beaucoup de personnes en faisaient la référence. 1984, on se retrouve en 1984 avec le début du Covid, les documents à signer. Enfin bon, voilà. Moi, j'aime beaucoup parce que l'auteur est vraiment très fort graphiquement. Il a fait plein de belles choses, mais là, 1984, il m'a vraiment. C'est pour moi l'album de l'année. C'est pour ça que je le présente maintenant, et même si c'est sorti en janvier. C'est pour moi l'album de l'année. Chez Sarbacane, hein. L'éditeur, c'est Sarbacane. Voilà, sorti chez Sarbacane, plutôt adulte ou jeune adulte, lycée, mais avant, ça me semble peut-être un petit peu compliqué. Voilà, Sarbacane. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus 224 pages. Johan, est-ce que cette BD t'a donné envie de lire le roman du coup ou pas du tout? Oui, mais j'ai pas eu le temps. Alors, à savoir que je les ai lus tous. Alors, on doit pas être. J'ai lu toutes les adaptations qui sont sorties. Ouais. Et pour toi, c'est la meilleure adaptation BD de ce roman? Ouais. Pour moi, c'est la meilleure. Il y en a eu 4 cette année et une juste avant le début de l'année. Et c'est la meilleure des 5. Après, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas là. La toute dernière qui est sortie et qui malheureusement est sortie bien trop tard, parce qu'en fait, il y en a 4 qui sont sorties entre le 6 et le 12 janvier de cette année. Il y en a une qui est sortie en octobre ou novembre, et il y en a une qui est sortie en octobre-novembre de l'année dernière, et il y en a une qui est sortie au mois de mai et juin, et du coup, je pense que celle-ci, elle n'a pas eu la même couverture médiatique. Elle était très belle, mais je reste sur Sarbacane, c'est pour moi la meilleure. Parfait, c'est noté. N'oubliez pas, Lionel et Mickaël, si vous voulez intervenir à tout moment, vous pouvez intervenir. Moi, j'ai juste une question avant qu'on enchaîne. Comment vous avez fait votre sélection pour ce soir? C'est en fonction de vos choix personnels ou par rapport à Samba BD, il y a eu tel titre qui est arrivé en haut de la pile, donc c'est pour ça que Lionel l'a choisi. Comment vous avez fait votre sélection ce soir? Alors, parce que nous, ça s'est toujours compliqué. On est
parce que je vous ai dit, il y a 2 poules, mais on est à peu près 5 et 5, quoi. 5 en Belgique, 5 en France, donc on est une dizaine. Donc, il faut prendre les goûts de chacun. En plus, il y en a qui sont plus spécialisés comics, d'autres mangas et d'autres plutôt franco-belges, romans graphiques, etc. Et c'est vrai qu'on essaye de monter une liste. Voilà, donc on essaye de voir ce qu'il y a le plus. Je sonde, en fait, je sonde un peu mes collègues et puis on essaye de monter une liste à partir de ça, quoi, avec les aléas qu'on peut avoir sur est-ce que la liste on peut la faire ou pas. Mais voilà, globalement, on essaye de faire ça à peu près démocratiquement. Ce qui a été drôle, c'est que quand on a préparé cette rencontre, tous les trois, vous nous avez soumis des listes. Et il n'y a pas eu de doublon. Ça a été génial parce qu'il n'y a eu aucun doublon. Est-ce que c'était facile pour vous de faire cette sélection pour ce soir, Michael? Là où j'ai eu de la chance, c'est que mes collègues ont été remarquablement gentlemen. Ils m'ont laissé les mangas. Du coup, je n'ai empiété sur personne. Et personnellement, moi, ça a été facile. J'ai pris les titres que j'adore lire et relire, les choses qui me font du bien ou les choses que j'adore conseiller parce que c'est aussi tout le plaisir qu'on a, ou des choses qui se sont terminées récemment, dont on a eu, donc du coup, qui sont plus fraîches, parce qu'effectivement, le manga, comme on est sur des narrations à long terme, il y en a un dont je vais parler tout à l'heure qui s'est fini le mois dernier, et du coup, il revient comme ça à mon esprit, et ça permet de revisualiser ce qui s'est passé sur les derniers mois et de se dire, c'est quand même une très bonne série. Johan aussi, ça a été facile, ça a été évident. Moi, ça a été assez évident. Ouais. Ça fait partie des 10 meilleures lectures que j'ai fait cette année, je pense. Donc voilà. Et après, je me suis empressé de les donner en premier, comme ça, Lionel. Non, mais Je l'ai pas choisi. après, nous, on aurait pu se marcher dessus parce qu'effectivement, en tout cas, moi, à titre personnel, le droit du sol, je ne veux pas spoiler, pardon, le droit du sol dont tu vas probablement parler tout à l'heure, si j'ai bien compris, ou même d'autres auraient pu être dans notre liste, mais effectivement, sur la première liste qu'on a faite, et c'est marrant parce que pour Johan, c'est des évidences, et pour nous aussi, ce sont des évidences. Et pourtant, on a réussi à pas se marcher dessus, quoi. Alors que c'est vrai que moi, je me disais, il y a au moins tel ou tel titre, au moins 1 ou 2 titres où j'étais sûr que Johan serait dessus aussi. Et puis finalement, non. Et j'imagine que Johan, il devait se dire, 1984, c'est sûr que Samba BD, ils vont le mettre ou quelque chose comme ça. Et alors, bon, moi, je ne l'ai pas lu et j'adore Xavier Coste. Je pense que j'ai l'intégrale je crois l'intégrale dédicacée en plus parce que vraiment c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais pour l'instant j'ai pas encore, c'est honte à moi, j'ai pas encore lu 84, mais je vais le faire parce que de toute façon. Alors, qui devait présenter les droits du sol là? Parce qu'on me demande les droits du sol tout de suite. Donc, je crois que c'est Johan, non? C'est ça? Ouais. Je sais pas, il y a un problème de visuel là à l'écran. Pas grave, je pourrais les montrer, t'inquiète. Ouais. Je les montrerai comme ça là. Ouais. Droit du sol, Davodo. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dites rien qu'avec le titre, avec le nom de l'auteur. Davodo, il a fait Les Ignorants. C'est la plus grosse. Voilà. C'est la plus grosse vente de la maison d'édition Futuropolis, Les Ignorants. Donc, voilà, hein, déjà quand on parle de ça, ils en ont déjà vendu à 300 000, je crois, alors que c'est sorti fin d'année. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'auteur qui a fait un voyage à pied entre deux endroits qui n'ont pas grand-chose à voir. La grotte, alors je ne me trompe pas, de Pechmerle, et à l'endroit où on va enfouir des déchets nucléaires dans la Meuse à Bure. Donc c'est une grande diagonale. Et il nous invite à une réflexion sur le monde, sur la Terre, sur ce qu'on en fait, sur la vision qu'on peut avoir du nucléaire, sur ce qu'on laisse à nos enfants, à nos familles, et au passage sur son trajet, parce qu'il fait tout à pied, hein, c'est vraiment un trajet qu'il a fait. Il convoque des amis, des collègues, des intervenants. Alors, il les convoque fictivement, c'est assez rigolo d'ailleurs, j'aime bien l'idée, c'est qu'il les a rencontrés ailleurs, dans leurs bureaux, à Paris parfois, et il les intègre dans leur... il les intègre sur le chemin. Et on traverse
on traverse la France dans cette belle diagonale et il nous porte une belle réflexion sur l'avenir et puis ce qu'on en fait, sur le temps qui passe, sur le temps aussi, le temps de marcher, le temps de regarder, d'admirer et d'éviter de polluer notre terre avec des déchets où on ne sait pas du tout comment on va pouvoir les retraiter dans 1 million d'années. Donc, ils vont être enfouis quelque part dans la Meuse. Et voilà. Davodo, toujours voilà, très près du sol, en règle générale. Je trouve que c'est un auteur très particulier dans le monde de la BD. Il a un graphisme. Voilà, moi, j'aime beaucoup tout ce travail. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais moi, j'aime beaucoup tout ce travail, tout ce qui est fait en noir et blanc. Je ne sais pas quoi dire de plus, Lionel. Je sais que tu l'as adoré. Qu'est-ce que tu en penses? Je te passe ta main. Pareil, j'ai trouvé génial. Et surtout, dans les intervenants qu'il convoque, moi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au début, il convoque une linguiste. Et on se dit pas, on se demande, mais pourquoi il convoque une linguiste? Et elle nous explique que d'ici, parce que c'est des déchets qui sont prévus à longue durée, donc sur des centaines au moins 100 000 ans. Et il dit, et la linguiste lui explique que dans 100 000 ans, même dans 10 000 ans, il y a très très peu de chances pour que les gens comprennent encore le langage qu'on leur aura laissé pour leur dire comment s'occuper éventuellement, parce que c'est des déchets qui doivent être ventilés, et s'ils ne sont pas ventilés en permanence, il y a des risques d'explosion. Et donc, des déchets nucléaires qui explosent, même 1 kilomètre sous terre, c'est quand même problématique. Et vraiment, alors il invite beaucoup d'autres intervenants, mais c'est une des premières intervenantes, je crois, qui convoque. Et la linguiste, je trouve ça très fort, je trouve ça très marquant. Et puis après, voilà, c'est beau, c'est bien dessiné, c'est Davodo, il y a de l'humour, enfin, voilà, c'est un très bon choix de Yoann. Lionel, comme tu as la parole, on va te laisser enchaîner. Alors, je vais enchaîner. Je vais enchaîner avec un de mes 2 gros coups de cœur de l'année. Et en plus, un livre auquel je ne m'attendais pas du tout. Je l'ai pris parce que, voilà, donc c'est le J'accuse. Donc, pareil, chez Delcourt, Mirage Delcourt. En fait, c'est un bel objet parce que c'est un coffret en fait, qu'on ouvre. Et à l'intérieur, il y a comme un clavier d'ordinateur. Et puis, il y a le livre qui est un pavé de 300 pages, format un peu à l'italienne. Et c'est juste extraordinaire. Alors, c'est extraordinaire. Je vais essayer de vous mettre des petits visuels. C'est extraordinaire parce que d'abord, le sujet, c'est donc l'affaire Dreyfus. Mais ce n'est pas que l'affaire Dreyfus. En fait, c'est l'affaire Dreyfus pour nous montrer l'antisémitisme ambiant de la fin du 19e siècle, mais surtout une violence incroyable, une violence médiatique, politique, et donc au final une violence sociale qui est, on ne s'imagine pas, quoi. Et donc l'intérêt de cette BD, c'est de nous faire rentrer dans les documents d'époque. Alors, je vous ferai voir après, je vais vous faire voir les visuels, de nous faire rentrer dans les documents d'époque par le moyen d'une BD. Alors que si c'était un livre d'histoire, ce serait rébarbatif au possible, parce que ce serait voilà, des coupures de journaux. Enfin, tout est sourcé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un dialogue inventé. Hein. Tout est sourcé et c'est juste incroyable. Et donc voilà, on voit la violence de l'époque à travers le sujet comme il est développé. Et la deuxième chose qui est géniale dans ce livre, c'est évidemment la forme, puisqu'il est, en fait, il a repris, il nous fait voir les journaux d'époque, toutes ces choses-là, à travers un écran d'ordi, en fait. Comme si on était sur un ordi qui tournerait, qui tournerait malheureusement sous Windows 3.1 ou un truc comme ça. Sous Windows 98 ou 95, un truc très quelque chose de très vieux. C'est très, très, très vieux. Mais c'est drôle parce qu'il va en plus faire… excusez-moi. Voilà. Il utilise aussi les codes médiatiques actuels, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le fait de pouvoir mettre un pouce sous une image, le fait, par exemple, là normalement, vous voyez le visuel là. Il faut vraiment que tu te positionnes bien sur le visuel que tu veux partager, Lionel. Voilà. Normalement, c'est bon là?
Non, toujours pas encore. Alors, je partage. Partager, oui, d'accord. Donc là, voilà, vous l'avez là. Là, on voit. Là, Voilà, on voit donc là, bien. vous avez une protestation. Et par exemple, il y a eu une pétition à l'époque. Et donc, il nous fait comme si la pétition, c'était aujourd'hui, avec tant de personnes ont signé, avec D'accord. le temps réel, si vous voulez. Prochain objectif 1000, machin a signé il y a tant d'heures et ça. Et ça c'est vraiment, je trouve ça assez génial. Ensuite, là, pareil, c'est un crowdfunding, un financement participatif pour la veuve d'un des gars qui avait fait un faux contre Dreyfus et qui s'est suicidé. Et voilà, donc il y a une espèce de. Et ça a vraiment été comme ça, hein. Il y a eu un montant récolté, mais il le met en forme actuelle, quoi. Et c'est vraiment. Voilà, vous avez aussi, par exemple, en bas à gauche, là, une vidéo. Donc, vous pouvez lancer la vidéo, faire pause, etc., mettre un petit pouce positif, un petit pouce négatif. Enfin, voilà, la forme est aussi intéressante, je dirais, que le fond. Et vous avez ces petites mains, le petit index là, en fait, parce que c'est une BD en BD 2.0 en Interactif. réalité virtuelle, ou si vous avez l'application installée sur votre téléphone, vous pointez l'application sur votre caméra sur la BD, et vous avez par exemple là l'article J'accuse dans son intégralité. D'accord. On Super connaît bien le fait, ouais. début. L'article sourcé, ouais, il a raison, Lionel, c'est vraiment super pour ça. C'est très sourcé. On a tous les journées d'époque. On a le lien avec l'application est extrêmement bien pensé. J'aurais pu la mettre aussi dans ma liste, celle-ci, Lionel, parce que j'ai vraiment aimé le travail de fond de l'auteur. C'est un travail de fou. Il a dû passer un temps dingue pour l'écrire, cette BD. Et il y a un très bel objet. Moi, je suis très Ouais. attaché aux objets et très bon choix. Je suis d'accord avec Lionel. Voilà, et je voulais terminer là-dessus sur le travail colossal de l'auteur, parce que 300 pages, tout C'est clair, hein. sourcé, et puis encore une fois, vraiment, il faut le lire, parce que ça, pour moi, c'est un cours d'histoire qui vaut tous les cours d'histoire qu'on peut avoir à l'école ou même en documentaire télé. C'est vraiment, c'est précis. Et c'est juste, c'est pas chiant. On est dans de la BD. Voilà, Ouais. donc on peut le lire, même si ça prend un certain temps, parce qu'encore une fois, 300 pages. Et puis si on se met un peu sur la réalité virtuelle, ça prend du temps. Mais vraiment, voilà, c'est hyper efficace. Et ça nous en apprend beaucoup. En plus, il y a des liens avec l'actualité, avec le fait de toujours vouloir trouver un bouc émissaire dans la société, sur tout ce qui va mal et tout. Et voilà, je trouve que c'est pour moi, en plus, c'est une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est un énorme coup de cœur de cette année. Le J'accuse de Jean Vittard chez Delcourt. Surtout que sa BD juste avant, ça n'a rien à voir. Les petits tableaux de l'ombre, je crois, et qui était une super BD sur les petits tableaux du Louvre, et très humoristique. C'est vraiment deux domaines totalement différents. Mais voilà, aussi un coup de cœur, je suis d'accord avec toi, Lionel, sur J'accuse. Merci Ça se beaucoup. lit pas en une seule fois, par contre, hein. Ouais, Ah ouais, non, ça ne se lit pas en une seule fois. Ou alors, il faut avoir à peu près 5-6 heures devant soi, quoi. c'est Ouais. ça. Allez, on va repartir sur le manga avec Michael. Le fait de parler de bouc émissaire me donne envie de parler du bateau de Thésée, Mhm. On va le montrer. qui est une série qui est sélectionnée là, encore une fois, à Angoulême en sélection adulte et qui vient de se terminer avec son 10e tome. C'est une série d'un mangaka qui, pour nous, est débutant, qui s'appelle Toshiya Higashimoto, un mangaka japonais, et qui est un polar pour les adultes, un polar qui a des moments très angoissants, des moments assez glauques, et qui compte l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 30 ans et qui s'interroge un petit peu sur sa vie, il est sur le point d'être père, sa compagne est sur le point d'accoucher, et en fait, il réfléchit à la paternité, et en fait, il a un lien très difficile avec la paternité, puisque son père est en prison et il ne l'a jamais rencontré. Il ne l'a jamais rencontré parce qu'en fait, son père, le 24 juin 1989, a été arrêté en tant que responsable de l'empoisonnement dans une école primaire. Un, un- un moment qui a défrayé la chronique, qui a beaucoup choqué le petit village dans lequel ça s'est passé. Et en fait, lui, à l'époque, était encore dans le ventre de sa mère et en fait, il n'a jamais rencontré son père. Sa famille a fui, s'est caché des médias, de l'attention que ça a attiré, de ce père qui est devenu infâme à la vue de tous, surtout il était policier. Et donc, nous, on suit ce jeune garçon là de 30 ans et en fait,
il va se passer quelque chose dans sa vie personnelle qui va le pousser un petit peu à se renseigner un petit peu plus. Et il va se rendre sur les lieux de l'accident, poussé par le désespoir. Et abandonné là au milieu de la brume, il va faire une sorte de malaise. Et de ce malaise, il va se réveiller non pas en 2009, mais enfin en 2019, non pas en 2019, mais en 1989. Et la première personne qu'il va rencontrer, c'est son père, et il va devoir lui cacher qui il est, puisque cette chance qui lui est apportée d'avoir un aperçu du passé en ayant fait des recherches sur cette affaire va peut-être lui permettre de savoir si son père est réellement responsable de de ce moment atroce ou s'il a été accusé à tort. Le polar, on le sait avec un grand auteur qui s'appelle Naoki Urasawa, le manga se prête vraiment bien pour le genre polar, puisque le côté sériel et le fait d'attendre et d'avoir un côté par épisode, en fait, c'est comme des chapitres de manga, c'est comme une série qu'on va binge-watcher sur une plateforme. Ben, ça se prête assez bien puisque on est tout de suite pris à partie par ce polar temporel qui a de très jolis graphismes, soit dit en passant. Là aussi, on a quelques coupures de presse, on a des petites choses assez intéressantes. On a envie de savoir, on est tout de suite... Ce qui est assez terrible, c'est qu'on a beaucoup d'éléments, mais en fait, on sait dès le début qu'on s'est trompé, et donc on va aller chercher un petit peu ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est en tout cas, moi, ce qui m'a plu par rapport à d'autres polars dans le manga, c'est qu'on est tout de suite mis dans chaque tome dans les yeux du meurtrier. Et c'est quelque chose que, en tout cas, le graphique permet de faire. On est tout de suite mis mal à l'aise, en fait, puisqu'on est on voit à travers l'esprit de cet esprit malade, en fait, qui interprète tous les événements, et on voit un petit peu tous les événements qui ont pu mener à à à cette tuerie de masse. Et c'est vraiment passionnant. C'est chez qui, Michael? C'est chez Vega, donc c'est chez Dupuis. Vega a été racheté par Dupuis récemment. Ça vient de se terminer en 10 tomes, et c'est vraiment un auteur qui n'était pas du tout connu, donc c'est génial qu'il ait été repéré pour Angoulême, génial qu'il ait été repéré pour une adaptation, puisque, bon, voilà, vous le savez sans doute peut-être, mais les mangas sont publiés dans des magazines au Japon. Voilà, on doit avoir 5% de la production japonaise, donc c'est bien que des auteurs qui n'ont fait qu'une seule chose passent la frontière. Et vraiment, pour les gens qui sont très, très, très branchés polar et qui disent de vrais polars. Alors, c'est un polar qui revient un peu cher, parce que finalement, on a 10 tomes à 8 euros, donc on se dit, tiens, c'est un polar à 80 euros, mais c'est pas grave, puisqu'on on a du graphique, et c'est vraiment très, très bien fait. Une très belle narration, rien à envier à ses pairs, vraiment très, très chouette. Il y a juste quelque chose qui vient d'arriver. Est-ce que ça fait écho à quoi? À Quartier Lointain? Quartier Lointain. Ouais. J'y ai pensé aussi quand tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as parlé de retour en arrière, et je pensais à Quartier Lointain. Effectivement, c'est un retour aux sources, mais avec les empoisonnements en plus. Et la science-fiction, effectivement, c'est un beau polar temporel. Quartier Lointain, lui, est vraiment plus onirique, on va dire. Oui. C'est de la poésie d'un homme qui s'arrête et qui réfléchit à ce qu'il est. Là, on a vraiment une narration efficace, la narration du polar. Je ne sais pas si vous l'avez lu tous les deux. Lionel a disparu, mais... Lionel a disparu, il va revenir. Non, j'ai pas lu. J'ai pas lu ce que tu disais tout à l'heure. Ça faisait écho à Quartier Lointain, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et on me l'a maintes et maintes fois conseillé cette série aussi. Donc voilà, sélectionné en plus, c'est bien. Oui, c'est chouette pour lui. Enfin, vraiment. Pour la maison aussi, qui est toute jeune finalement, qui a que 2-3 ans. Parfait. Donc, bon, comme Lionel nous a fait faux bon temporairement, Johan va enchaîner. Ouais, juste, je voulais revenir parce que tu as parlé de sélection et c'est important. Oui. Droit du sol, il est sélectionné. Eco Fauve Raja pour Angoulême l'année prochaine aussi. Et 1984, il est sélectionné. Il est dans les 5 derniers de Fnac cette année. De quoi je vous parle maintenant? Je vais rester, je vais rester dans les polars. Ah, bon enchaînement. Saint-Elme, une série très récente. Alors ça brille un peu, donc on ne va pas les voir là. Voilà, Saint-Elme. Chez Delcourt. Serge Lehmann et Frédéric Peters. Alors Frédéric Peters, il est connu pour
Pilules bleues, pour Pilules bleues, où il raconte sa rencontre avec sa femme qui a le sida, une merveilleuse BD en noir et blanc que je conseille. Et là, il est co-dessin, c'est la deuxième collaboration, enfin, c'est pas la deuxième, c'est plusieurs fois qu'il collabore avec Serge Lehmann, notamment il avait fait L'Homme Gribouille il y a quelques années. Là, c'est une histoire qui se passe dans les Alpes. Il y a des grenouilles partout, il y a des carnages partout, il y a des histoires un peu bizarres, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a une vache brûlée qui part, voilà. Et on sent que derrière tout ça, il y a une famille qui règne en maître sur la vallée. Et on sent qu'il y a une guerre de pouvoir. Il y a plein de choses qui se mélangent. Alors, je ne peux pas trop en dire parce que faut le découvrir réellement. C'est un polar avec le dessin et la chance d'avoir un dessin de Frédéric Peters. Moi, je suis grand fan de son travail graphique. Et alors, on peut le voir un peu comme ça. Hein. C'est toujours comme ça chez lui quand il est en couleur. Une histoire qui a commencé, qui est sortie, donc que je ne dise pas de bêtises, je reprends mes petites notes, le 13 octobre 2021, le deuxième tome le 12 janvier, donc ils ont fait 2 tomes qui se rapprochent parce que c'est une BD qui va se terminer, une série qui va se terminer en 4 tomes, et sur ces 4 tomes, on sent bien qu'il va y avoir rebondissement sur rebondissement, des polars, de l'intrigue, et j'aime bien ce côté un peu mafia de la famille dans la vallée des Alpes. Voilà, il y a aussi quelque part un peu de travail sur la notion de racisme. Voilà, une question de pouvoir, un peu tout. Un gros conseil, très, 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 très bon album sur cette fin d'année, sélectionné aussi celui-là à Angoulême dans la section officielle. Et moi, j'ai hâte de dévorer la suite. Une belle tuerie, puis j'aime bien la couve. Elle est belle, la couverture. Elle est belle, la couve. Alors, je suis désolé, mais avec On l'a montré tout à l'heure, on l'a montré. Ouais, Voilà. d'accord. Une très belle couvre qui dit beaucoup. J'aime bien quand les couvertures nous parlent de l'intérieur sans trop nous en dire. Bon. Et voilà. Et je passe la main à Lionel qui est de nouveau parti. Donc, allez, Mickaël, on va enchaîner, tant qu'il revienne. Ah bah. Il a perdu son tour. Il a perdu son tour. Il a pas le contour. Perdu mon tour, c'est ma faute, je suis désolé. Ouais. En plus, Allez, on voulait parler de Saint-Elme aussi, mais Eh bien, je vais vous parler du. On reviendra dessus. Pardon, excuse-nous, Mickaël, on te coupe. Non, C'est pas, un petit mot sur Saint-Thème ou tu veux? Non. Alors, moi, je l'ai en rouge, la couverture, je crois. Oui, c'est quoi? C'est le vieil homme sans chat. C'est un autre tome. Donc, Le vieil homme et son chat de Nekomaki, qui est une série, en fait, qui est une série de tranches de vie. Nekomaki est un duo d'auteurs, on ne sait pas vraiment qui c'est, en fait. On sait juste que c'est une série à 4 mains et qui raconte le quotidien d'un petit papy à la retraite qui a presque 80 ans, qui s'appelle Daikishi, et de son chat qui s'appelle Tama. Et en fait, on est sur une petite île du Japon et on va vivre 4 saisons à leur côté, printemps, été, automne, hiver. On est à mi-chemin entre le roman graphique, la manga, la BD, parce qu'on est dans une œuvre intégralement en couleurs. Et des couleurs, il y en a. On est sur des dessins à l'aquarelle assez magnifiques, avec une mise en scène assez drôle. Pour tous ceux qui sont fans de chats, vous ne serez pas déçus. Des chats qui se retournent et qui vous montrent leur postérieur, vous en verrez tout plein. C'est très très drôle. Ça parle de quoi? Ça parle vraiment du quotidien d'un petit papy, d'une île qui en fait est une île sur laquelle le temps a passé et tous ses habitants ont vieilli. Il y a très 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 peu de jeunes. Le petit papy vit avec son chat puisque la petite mamie n'est plus là parce que malheureusement elle a été malade. Et en fait, c'est leur quotidien à tous les deux. C'est comment on va à la pêche, comment
on va chercher son courrier, comment on va rencontrer des copains d'à côté. C'est toute la solidarité du petit village japonais où lorsqu'on a on a fait pousser un peu trop de radis, on va les porter au voisin. Et le voisin, en contrepartie, nous amène du poulpe pour le dîner. Et puis, on va suivre un petit peu avec une mise en scène qui a l'air simple, mais qui est vraiment extrêmement poétique et parfois compliquée. On a des points de vue qui sont très, très beaux, une utilisation de l'aquarelle qui est très, très belle aussi. Et Nekomaki va nous parler d'un Japon qui n'est plus vraiment celui des Japonais, qui n'est pas le Japon moderne qu'on peut voir dans les mangas où ça explose partout avec des combats. Là, on n'a pas un combat, on est vraiment sur des petites histoires courtes où le petit papy Daikichi va nous parler de lui, va nous parler de son chat, va nous parler d'un Japon qui n'existe plus, de la rencontre avec son épouse, avec des moments en sépia, va nous parler de recettes de cuisine, va nous parler du temps qui passe, de ceux qui s'en vont, de deuil. On est vraiment dans une œuvre très complète qui est très adulte, mais qui parfois, en tout cas, c'est assez intéressant, peut être lue, nous, à la librairie par des jeunes de 7 à 77 ans. En fait, c'est assez universel. Et du coup, c'est hyper intéressant puisque comme il y a, d'un point de vue, il n'y a rien de choquant d'un point de vue visuel ni d'un point de vue moral, donc finalement, tout le monde peut le lire. Pour tout public. Voilà, c'est vraiment tout public, tout le monde peut y prendre ce qu'il a envie d'y prendre. Les thématiques qui vont nous toucher ne seront pas les mêmes. Et puis, il y a vraiment voilà, ce côté de l'insulaire, du médecin qui vient, parce qu'il y a des problématiques voilà, qui sont des problématiques de société. On n'a pas de médecin, il en faut un qui s'installe, voilà, du médecin de campagne. Le problème de la petite mamie qui est un petit peu un syndrome de Diogène et qui ne veut pas qu'on l'aide. Et puis finalement, tout ça passe par un prisme de bienveillance inouï qui est renforcé par le côté graphique de l'aquarelle qui vient apporter beaucoup de douceur. Et voilà, c'est un plaisir que de rester avec eux et de partager leur quotidien. Et l'éditeur, c'est Casterman? L'éditeur, c'est Casterman, tout à fait. C'est Casterman. Et c'est un cadeau à soi, un cadeau pour les autres. C'est très, très facile à offrir. Ouais, parfait, c'est noté. Voilà, c'est vraiment le cadeau parfait pour Noël. Ouais, multigénérationnel, intergénérationnel, multi, je ne sais pas comment on dit. Inter, c'est bien, on peut en parler, oui, entre générations. Bon, comme Lionel est devant son poste, on va en profiter. Je suis vraiment désolé, c'est les contingences familiales. Oui, pas de souci. Non, c'est un thème, on en parlera entre nous, Johan. Moi, je vais vous parler de Goldorak. Enfin. Voilà. Ce qui, pour moi, était une espèce d'évidence. Voilà, Goldorak, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. Je le dis à tout le monde, c'est une tuerie. Non, parce que en fait, c'est un album qui a été annoncé plus d'un an à l'avance. Ils ont travaillé 5 ans dessus. Ils sont 5. C'est des grands noms, hein, Bajram, d'Horizon, Centenac, Kosu, Guillaume. Enfin, c'est très costaud. Et en fait, c'était très attendu. Ils se sont quelque part mis eux-mêmes une forme de pression en l'annonçant si tôt. Mais alors, ils ont, comme disent les Anglais, ils ont delivered, quoi. Enfin, vraiment, c'est juste dingue, quoi. Graphiquement, c'est extraordinaire. Le trait, le mouvement, les cadrages, et puis la couleur. La couleur, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait. Et en plus, comme c'est quelque part à destination des gens un peu de mon âge, parce que moi, je suis pas plus... J'ai passé le côté trentenaire, Michael, je suis plutôt côté 40 vers 50. Et effectivement, pour les gens entre 45 et 50, 52, 53, Goldorak, je pense que c'est une madeleine pour beaucoup d'entre nous. Et donc, vraiment, pour moi, c'était un pari assez osé. Et ils ont vraiment réussi leur pari, quoi. Et donc, graphiquement et scénaristiquement, parce que c'est pas le tout de... Enfin, moi, je me suis dit, il pourrait n'avoir fait qu'un cahier graphique. Déjà, je pense que ça aurait plu à tout le monde. Mais en plus, le scénario, il est mortel, quoi. Et en plus, non content d'être mortel, il peut très très bien être lu par des ados, par des gens qui n'ont jamais vu Goldorak, et évidemment donc par les fans dont je fais partie. Ça existe ça, quelqu'un qui n'a pas vu Goldorak, ou alors il est vraiment tout petit, hein? Comment? J'ai envie de dire, c'est rare quelqu'un qui n'a pas vu Goldorak, bon, sauf s'il est vraiment petit. Oui, mais après, non, mais ce que je veux dire, c'est que Goldorak, ça a été diffusé vraiment dans les années 80. Et puis après, il y a peut-être eu des rediffusions, mais ce n'était plus le phénomène que c'était, quoi. Enfin,
Goldorak, ça apparaît même C'est chez qui, 78, là, Lionel? 79. Comment? L'éditeur de la BD que... Alors, c'est Kana. Hein, Anna, ouais. c'est Kana. Et puis, ouais, enfin voilà. C'est dur d'en parler aussi vite, mais il y a tout qui fonctionne, quoi, que ce soit, encore une fois, graphiquement, scénaristiquement, le côté Madeleine. En plus, ils font une vraie, entre guillemets, une vraie fin, parce que ils reprennent 10 ans plus tard, en fait. Le pitch, c'est on est 10 ans après le dernier épisode de Goldorak, qui avait été diffusé dans les années 80, justement. Et ils ont eu l'accord de Gonagai, l'auteur. Enfin, vraiment, tout a été bien fait. Et on voit que c'est des fans qui ont fait ça. C'est des fans qui l'ont fait pour des fans. Et ils ont vraiment super bien travaillé. Et moi, je les en remercie, quoi, parce qu'avoir un Goldorak aussi beau, parce que bon, là, j'aurais pu les prendre, parce que j'en ai des vieux, les vieux Goldorak qui n'étaient pas des BD, qui étaient des textes avec des images. Là, c'était atroce, quoi. Le dessin était vraiment atroce, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une tuerie. Et pour moi, je le range à côté des Indes fourbes, par exemple. C'est vraiment le one-shot qui est bien sous tout rapport. Voilà, donc pour le Goldorak. Donc Goldorak chez Kana. Je ne sais pas combien il vous reste de titres, messieurs, parce que là, il va nous rester à peu près un quart d'heure, un maximum. Johan, il me reste on 2 y titres, va? mais je peux en faire qu'un si besoin. Tout à fait. Johan, on y va? Ah non, il n'a pas de son, Johan, il a coupé son micro. Il ne veut plus parler. Non, si, très bien. Je plus sois pour Goldorak. Surtout, je crois qu'il était aussi attendu parce que Albator avait pas souffré quand même un peu de critiques, alors que Goldorak, a priori, il souffre pas du tout de critiques. Je n'ai pas entendu quelqu'un lui dire de mal. Donc, on a quand même. Ou des snobs, mais à part ça, tu n'auras pas de critiques. Non, mais c'est vrai, hein, moi, je crois que j'ai vu passer les trucs, mais enfin bon, après. Ouais, très peu. Donc, il faut aller vite et il faut choisir. Et on parle de Noël. Alors, si on parle de Noël, je vais prendre un qui n'était pas dans la liste de départ, mais c'est nécessaire si on parle de Noël. Quelqu'un à qui parler, Grégory Panashian. Grégory Panashian, il a notamment travaillé sur Un été sans maman. Bougez pas, je reprends ma petite liste. Un océan d'amour. Pour ceux qui ont lu Un océan d'amour, c'est juste une merveille de sans texte. Alors, Grégory Panashian, il fait souvent du sans texte, mais là, il adapte un roman. C'est le deuxième roman qu'il adapte cette année, d'ailleurs. L'idée, Samuel, 35 ans, il est seul face à son gâteau d'anniversaire. Il est tout le temps tout seul, il n'a pas d'amis. Comme d'habitude, il boit un petit peu trop et comme d'habitude, il appelle son ex. Ça fait 8 ans qu'ils sont séparés et son ex la renvoie chier parce que, bah voilà, au bout d'un moment, ça suffit. Lui explique un petit peu pourquoi ça fait 8 ans qu'ils sont séparés. Et puis le mec, il n'a pas de bol. Il est en train d'essayer de boire du champagne quand même parce que c'est son anniversaire. Et le téléphone portable tombe dans le champagne. Il est plus utilisable et il n'a pas envie de finir sa soirée comme ça. Et il lui reste juste un téléphone fixe. Mais comme tout le monde, ou comme la majorité des personnes qui utilisent un téléphone portable aujourd'hui, on n'a plus les numéros de téléphone en tête. Et le seul numéro dont il se souvient, c'est celui de chez lui quand il était tout petit, quand il avait une dizaine d'années. Et du coup, il prend le téléphone et il appelle. Et à l'autre bout, il y a quelqu'un. Et c'est le Samuel, mais quand il a 10 ans. Ah, intéressant. Et du coup, il y a un dialogue qui s'instaure, puisqu'ils échangent plusieurs fois. Il y a un dialogue qui s'instaure entre le Samuel d'il y a 10 ans et le Samuel d'il y a 35 qui a un peu oublié ses rêves, qui a un peu oublié ce qu'il voulait faire de la vie, qui s'est englué dans une vie qu'il ne voulait pas réellement. Et c'est merveilleusement bien raconté. Grégory Panashian, il a un don pour raconter ces belles histoires. C'est aussi pris d'un roman qui est magnifique. Il a eu le prix Landerneau, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps.
C'est doux, c'est magnifique. Ça nous parle d'histoire, de rêve, d'amour, de raté, parce qu'on a tous raté quelque chose parfois. On n'a peut-être pas été au bout de ses rêves. Voilà. Moi, j'ai pensé à la chanson de Bruel quand j'ai. Chut, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas entendu. Si. Et toi, Marco, qu'ambitionner tout simplement dans la vie, hein, voilà. Euh, Moi, j'ai vraiment aimé parce que ça m'a touché, c'est mignon, c'est beau. Le petit dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ma vie, quoi? En fait, il dit au grand, qu'est-ce que. Mais je veux pas être ça. Je veux être autre chose. J'ai des rêves. Je- voilà, et je veux les vivre. Et donc, il y a vraiment ce dialogue. C'est émouvant, beau, touchant. Il a bien mérité le prix Landerneau et un gros coup de cœur de Stan. Parfait. C'est chez Lombard, Lombard, hein. Lombard, effectivement, chez Lombard, et toute la famille peut y aller là-dessus. Un petit peu frivoliste. Ouais, ado, pas de souci. Même plus jeune, je trouve que c'est très bien. À partir de 10 ans, je pense que voilà, on peut le lire. Si vous voulez bien, on va finir avec Michael et on mettra les titres complémentaires dont on n'a pas eu le temps de parler ce soir à la fin de la vidéo sur notre page Facebook. Et pour les Ouais. retardataires, parce que je sais qu'il y en a un, la vidéo restera en ligne toute la soirée et tout le temps. D'ailleurs, il pourra revoir donc la chronique de Lionel sur J'accuse, puisque c'est ça qui l'a intéressé plus exactement. Donc, Michael, le dernier titre. Juste une seconde avant. Alors moi, je voulais présenter ça. Le grand silence, c'est Juste, ça? ouais, le grand silence. Chez Glénat. Ça, les 47 cordes chez Glénat aussi. Non, mais si je ne veux pas les présenter, je voulais juste les montrer de Ouais. ceux que j'avais prévus. Ouais, Le grand silence, c'est 47 cordes. Parfait. De choses totalement différentes. Parfait. Allez, Michael, on va finir avec toi. Je finis sur Les Carnets de l'apothicaire, qui Ouais. est une très jolie série qui est sortie chez Kiyun, qui était l'année dernière. Là, on est vraiment sur un public plutôt ado, mais ado-adulte, mais plutôt ado au tout départ. C'est une très jolie série qui, moi, m'a rappelé, en tant que lecteur, les romans de Shansa que j'adorais lire, parce que c'est un peu mes premiers rapports avec l'Asie quand j'étais plus jeune, dont le fabuleux roman qui s'appelle Impératrice, qui était sorti après Les Joueuses de Go, qui était un très beau roman de cour impériale. Et c'est un peu ce qui se passe, en fait. On suit le destin d'une jeune femme qui est emmenée de force à 17 ans à la cour de l'empereur, où sont toutes les concubines. Et c'est une jeune femme qui a des connaissances un peu particulières, puisqu'elle est la fille d'un apothicaire qui fabrique et qui l'a poussée à s'intéresser aux remèdes depuis qu'elle est toute petite. Elle a une passion particulière pour ça. D'ailleurs, elle n'hésite pas à se mithridatiser, à s'empoisonner régulièrement pour tester les différents poisons, pour être sûre de pouvoir les reconnaître, etc. Et arrivée dans cette cour, elle constate que ce n'est pas l'innocence qui règne dans ce monde qui est régi par un homme, mais qui est un monde de femmes. Mais au contraire, c'est l'envie, la jalousie, la corruption, puisqu'en fait, toutes les femmes sont susceptibles de donner un héritier à l'empereur de Chine. Et on est au 19e siècle, je crois, ou 18e, et c'est pas précisé. Et le problème, c'est finalement à qui faire confiance dans ce monde corrompu. Et avec les connaissances qu'elle a, elle va pouvoir dire à des femmes, écoutez, là, on est en train d'empoisonner vos enfants. Une va l'écouter, l'autre non. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à être une confidente et à être quelqu'un qui va être intéressant à suivre. C'est super chouette parce que on est vraiment c'est une plongée historique dans ce milieu. C'est un personnage qui est extrêmement attachant. C'est un personnage sur lequel il est facile de se projeter puisque c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être là et qui pourtant est obligé d'être là. C'est assez romancé. On va suivre un petit peu le destin d'autres personnes de la cour, dont un haut fonctionnaire qui s'appelle Jinchi, qui est un bellâtre avec qui elle va vivre une histoire un peu compliquée. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est adapté d'une série de romans au tout départ au Japon. Et c'est chouette que la Chine passionne le Japon assez pour en faire une œuvre graphique intéressante qui est là aussi est sur un format de tranche de vie, mais qui va nous amener à des petits plaisirs de l'époque, comme par exemple ce médicament particulier qu'elle arrive à synthétiser et à donner et qui va rendre le moral à quelqu'un,
qui est en fait du chocolat. C'est bien connu pour l'approche des fêtes. Mais voilà, c'est voilà, des petites chroniques d'apothicaire par le destin d'une jeune femme forte dans un environnement d'hommes. Donc, c'est bien pour toutes nos jeunes lectrices qui ont besoin d'héroïnes auxquelles s'attacher. Et voilà. Avant d'oublier, je voudrais remercier tous les éditeurs qu'on a cités ce soir qui nous ont donné gentiment à diffuser soit les couvertures, soit les planches. Donc, on les remercie énormément. Je voulais aussi vous remercier tous les trois d'avoir été là ce soir pour faire des conseils. Et justement, j'ai une annonce parce que tous les trois, vous faites partie du jury de la 3e édition du prix bdlecteur.com. L'appel à candidature pour aller dans ce jury est ouverte. Donc, si vous aussi, vous avez envie de rejoindre nos 3 spécialistes BD manga, vous pouvez envoyer votre candidature. Je crois qu'il faut aller sur le site lecteur.com dans la rubrique Nos prix littéraires et vous envoyez votre candidature. Tant que j'y suis, il y a aussi quelque chose de très important. Le MOOC de BD de la Fondation Orange est toujours en ligne. Alors, un MOOC, c'est quoi? C'est un cours gratuit. Il est en ligne, donc vous pouvez apprendre à faire. D'ailleurs, tous les MOOC culturels qui sont sur le site lecteur.com sont passionnants. Je vous engage vraiment à y aller. On vous remettra aussi sous la vidéo le lien direct pour y accéder. Donc voilà, donc je voulais vous remercier beaucoup, Johan. Donc L'ivresse des bulles, allez vous abonner au compte Instagram, allez suivre le site et allez lire les chroniques Samba BD. Donc merci Lionel Arnoux et surtout allez aussi à la librairie Le Renard Doré voir Michael Laurent Arnaud pour ses conseils. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Nous on se retrouve jeudi où je reçois l'auteur norvégien Hein Bakked, je ne sais pas si je le prononce bien, pour son livre Tu me manqueras demain, sorti chez Pocket. Voilà. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et encore un grand merci à notre partenaire. Merci beaucoup.